Bonjour, c'est l'heure de la pause décoloniale. Vous êtes avec Rosie. La pause décoloniale, c'est une émission diffusée sur Radio Jido, puis podcastée. Les femmes du pays Kanaki Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs vous parlent de décolonisation et d'émancipation. Aujourd'hui, jeudi 2 juin 2022, pour notre 8e édition, nous avions prévu une émission spéciale débrief avec les chroniqueuses de la pause décoloniale. Mais un problème technique nous a conduit à revoir notre programmation, donc à la place, nous vous proposons une interview de Christine Salomon, anthropologue connue pour ses recherches sur les mobilisations féministes et les luttes des femmes kanaks. Nous avons eu l'honneur de la rencontrer lors de son récent passage au pays. Une belle occasion que l'équipe de la pause décoloniale a saisie pour l'interroger sur son dernier article « Réponse aux violences de genre en Nouvelle-Calédonie, familialisme et inaction politique » publié en 2021 dans la revue des Cahiers du genre. Alors que le 10 mai dernier, les institutions et partenaires associatifs du Grenelle des violences conjugales se réunissaient à Nouméa afin de faire un point d'étape des actions menées depuis 2018, il nous est apparu important d'aborder la question de l'efficacité des politiques publiques en nous appuyant sur cet article de Christine Salomon qui pointe les failles d'un cadre de réflexion empreint d'un héritage colonial et sans doute d'un déni d'une autocritique de la société qui alors donne lieu à de faibles réponses aux violences de genre en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Je vous laisse écouter cette interview de Christine Salomon enregistrée par l'équipe de la pause décoloniale le 12 mai 2022 aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Christine Salomon, un grand merci d'avoir accepté de participer à la pause décoloniale. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans notre émission. Vous faites partie des auteurs dont les recherches sont soigneusement classées dans la bibliographie de la pause décoloniale. Vous vous êtes intéressé dans vos recherches aux violences faites aux femmes, Kanak en Nouvelle-Calédonie. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt certains de vos articles. Alors je citerai celui que vous avez coécrit avec Christine Amla. L'article s'intitule « Les femmes Kanak sont fatiguées de la violence des hommes », publié en 2007 dans le journal de la Société des Océanistes et dont le titre, un peu provocateur, reprend une phrase d'un roman de Dewe Gorodé. Je citerai également l'article « 4 décennies de féminisme Kanak », publié en 2017 à la revue La Découverte. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour cet article sur lequel nous nous sommes appuyés pour justement parler du féminisme Kanak dans notre 2e édition de la pause décoloniale. Plus récemment, vous avez rédigé un article « Réponse aux violences de genre en Nouvelle-Calédonie, familialisme et inaction politique », publié en 2021 dans la revue Les Cahiers du genre. Un article qui, je cite, s'intéresse à la façon dont, dans une ancienne colonie de peuplement en voie de décolonisation, la Nouvelle-Calédonie, la question sociale des violences faites aux femmes au sein des couples et des familles qui touchent davantage les Kanaks que les autres Calédoniennes a été constituée en problème public. Fin de citation. Dans cet article, vous rappelez l'ampleur de ces violences et examinez les caractéristiques des féminicides. C'est un article qui révèle comment les formes de l'action publique diffèrent selon que celle-ci est initiée dans une perspective féministe ou familialiste. Alors aujourd'hui, la pause décoloniale souhaite vous interroger sur cet article qui interroge l'intervention de l'action publique et qui va nous permettre d'ouvrir, on l'espère, de nouvelles pistes de réflexion sur la prise en charge des violences de genre en Nouvelle-Calédonie. Christine Salomon, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs et merci à la pause décoloniale de m'avoir invité à échanger sur cette antenne de Radio Dido. Première question, qu'est-ce qui a motivé votre recherche et comment avez-vous procédé? Quelle méthodologie avez-vous adoptée? Alors cela fait maintenant assez longtemps que je m'intéresse à cette question des violences faites aux femmes, depuis le milieu des années 1990, quand je vivais
ici, c'était au moment où les associations SOS Violences Sexuelles et Femmes et Violences Conjugales se sont créées. C'est pourquoi, quelque temps après, au tournant des années 2000, avec ma collègue Christine Hamelin, nous avons fait en sorte de disposer de données chiffrées sur les violences de genre en réalisant une étude par questionnaire auprès de plus de 1000 femmes de toutes les communautés et dans tout le pays. C'est l'étude Santé, conditions de vie et de sécurité des femmes calédoniennes qui est davantage connue ici comme l'étude INSERM. Alors, nous pensions que la hauteur des chiffres alerterait les pouvoirs publics et que des mesures appropriées suivraient. Mais c'est 20 ans plus tard, en 2017-2018, devant la faiblesse des réponses politiques, que j'ai voulu en comprendre les raisons. J'ai donc rencontré une quinzaine de responsables impliqués dans la lutte contre les violences, aussi bien dans les institutions que dans les associations et dans les structures de prise en charge des victimes. Et parallèlement, j'ai recensé dans les chroniques judiciaires et de faits divers de la presse calédonienne tous les articles consacrés à des affaires de violence de genre et tout particulièrement au féminicide pour en comprendre les caractéristiques. L'étude date de 2017-2018. L'étude date de 2017-2018. Vous avez repris en fait des chiffres qui datent d'une enquête précédente. Puisque ce sont les seuls chiffres à ce jour disponibles. Il y a une enquête de victimisation qui est en cours, dont l'ISEE a donné quelques résultats, mais ça n'est pas une enquête spécifique sur les violences faites aux femmes. C'est une enquête sur toutes sortes de violences, aussi bien les cambriolages, les atteintes aux biens que les violences de genre. Vous rappelez dans votre article que la contestation des violences à l'égard des femmes a débuté dans les années 80 et que ce sont les femmes kanak qui ont initié cette contestation. Comment cette contestation a évolué depuis, comment elle s'est amplifiée et quels facteurs déterminants ont amplifié cette contestation? Oui, alors cela va faire 40 ans cette année que des femmes kanak, des jeunes femmes kanak, féministes et indépendantistes, ont soulevé cette question. Je pense au GFKEL qui a été créé en 1982 et à d'autres militantes comme Dewe Gorodé. Alors cette contestation, au départ assez minoritaire à l'époque du GFKEL, s'est élargie quand, après la signature des accords de Matignon, une fois la paix sociale revenue, quand les associations de femmes, à l'échelle des tribus, des communes et des provinces, se sont à leur tour emparées de la question. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que se sont créées ces deux grandes associations que je citais, SOS Violences Sexuelles, présidée à l'époque par Marie-Claude Djibaou, et Femmes et Violences Conjugales, qui était présidée par Eliane Ixeko. Plus récemment, il y a eu un nouveau bond dans la contestation quand, à partir de 2017, certainement en lien avec le mouvement international de dénonciation des violences que vivent les femmes, le mouvement MeToo, quand la contestation s'est encore amplifiée avec les actions du collectif Femmes en colère et on a observé une augmentation considérable des dénonciations en justice avec un phénomène nouveau de grande ampleur, les protestations dans l'espace public qui ont eu lieu en 2018 et 2019, quand des femmes ont marché dans la rue chaque fois qu'un viol ou un féminicide était révélé par la presse. Alors ce qu'il faut noter, c'est que ces marches de protestation ont concerné énormément de femmes et qu'elles se sont déroulées non seulement en ville, mais aussi dans des localités de brousse. Et des femmes principalement kanak pour les victimes, pour la plupart? Oui. Alors, vous mentionnez dans votre article les chiffres de l'enquête nationale, vous en parliez au tout début
par rapport à votre méthodologie concernant la Nouvelle-Calédonie, ces chiffres en fait mettent en exergue une surexposition aux violences des femmes kanak. Vous dites d'ailleurs que ce phénomène ne résulte pas seulement des normes de genre inégalitaires entre les hommes et les femmes et qui résulte des formes que prend le patriarcat ici, mais que d'autres facteurs rentrent en compte. Quels sont-ils? Alors effectivement, il y a plusieurs niveaux de causalité qui sont imbriqués pour expliquer cette hauteur des taux de violence. Alors bien sûr, il y a d'abord des facteurs individuels qui jouent, par exemple, le fait d'avoir grandi dans un climat familial de violence ou d'avoir soi-même subi précocement des violences sexuelles dans l'enfance ou dans l'adolescence, vous expose à l'âge adulte à subir les violences d'un conjoint par une sorte de phénomène de répétition. Il y a aussi des facteurs liés à l'entourage familial et relationnel immédiat de la femme, par exemple, si le conjoint boit de l'alcool en excès et vous non, ou si vous êtes isolé, si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez en fait aucune autre activité associative ou sportive en dehors de votre couple et que vous êtes en quelque sorte enfermé dans la relation avec le conjoint. Puis bien sûr, comme vous l'évoquiez, il y a les normes de genre de la société à laquelle on appartient, ainsi que la religion qui joue un rôle. Alors selon les sociétés et selon les religions, un certain degré de violence est plus ou moins légitimé et accepté. Mais, et c'est là-dessus que je voudrais insister, il y a d'autres facteurs qui influent et qui sont à une échelle qu'on appelle macrosociale. Ce sont la pauvreté, bien sûr, l'isolement géographique, l'accès difficile aux services de santé, de justice, du social, et aussi le faible niveau d'éducation qui peuvent expliquer qu'en règle générale, on remarque que les femmes rurales sont davantage exposées aux violences d'un conjoint que celles qui vivent en ville. Et puis, il y a aussi des facteurs qui relèvent de l'histoire coloniale avec la brutalisation des rapports sociaux qu'elle a entraînés et avec, dans les colonies de peuplement comme la Nouvelle-Calédonie, la mise en minorité et la marginalisation des premiers occupants du pays. C'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, mais c'est ce qui s'est passé également en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hawaï. On constate que tous les peuples qui ont subi une colonisation de peuplement connaissent des taux particulièrement élevés de violence de genre, des taux élevés de consommation d'alcool ou d'autres toxiques, de violences interpersonnelles à type de bagarre ou de rixes, et même d'autoviolence, c'est-à-dire de suicide. C'est vrai pour les aborigènes, pour les Maoris, pour les Hawaïens autochtones, mais pareillement pour les Premières Nations du Canada et des États-Unis et pour les Inuits du Groenland. Vous parliez de violence à répétition. Est-ce que c'est la définition du terrorisme patriarcal dont vous faites mention dans votre article? Le terrorisme patriarcal, c'est un concept emprunté à un sociologue américain qui s'appelle Michael Johnson, qui a beaucoup travaillé sur les violences subies par les femmes dans leur couple. Cette expression, effectivement, caractérise les situations que vivent des femmes qui font face à un cumul de violences, des violences qui peuvent être physiques parfois, des coups, des violences qui peuvent être sexuelles aussi quand le conjoint force sa compagne à des relations sexuelles qu'elle ne veut pas, mais aussi des violences verbales, des insultes et des violences psychologiques. C'est le conjoint qui explique à sa compagne ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit dire, qui lui interdit de parler à d'autres hommes par jalousie ou qui veut qu'elle s'habille ou qu'elle se coiffe de telle ou telle façon, etc. Ce qui aboutit finalement à une perte de confiance en soi de la femme et même à une perte d'estime de soi et une sorte de sidération de la femme qui finit par attendre les remarques négatives de son conjoint et qui ne peut plus penser
par elle-même à son existence et à son futur. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de féminicide. On peut définir ensemble ce que c'est un féminicide? Oui, c'est très utile de définir un féminicide. C'est le meurtre d'une fille ou d'une femme, précisément en raison de son sexe, parce qu'elle est une fille ou une femme. C'est-à-dire qu'une femme qui va décéder dans un cambriolage, par exemple, ou dans un accident de la route, ce n'est pas un féminicide. La plupart des féminicides sont commis par le partenaire ou le conjoint, actuel ou passé de la victime. Et l'OMS estime que plus de 35% des femmes tuées dans le monde le seraient par leur conjoint. C'est énorme. C'est énorme. Alors ici, vous avez analysé 16 féminicides perpétrés par des conjoints ou ex-conjoints dans la période de 2009 à 2019. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le profil des victimes et des auteurs et sur ceux qui vous paraissent spécifiques au féminicide en Nouvelle-Calédonie? Alors, ce qui distingue les féminicides en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord la jeunesse des victimes et également la surreprésentation, aussi bien chez les victimes que chez les auteurs, des Kanaks. Alors la tranche d'âge la plus concernée chez les victimes ici est celle des moins de 25 ans, alors qu'en comparaison, en métropole, la tranche d'âge la plus concernée est nettement plus âgée, puisque c'est celle des femmes de 40 à 49 ans. Et ce qui apparaît particulier, c'est aussi l'acharnement des auteurs à détruire la compagne, avec un déferlement de violence qui va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour tuer. Et également le motif absolument mineur, voire ridicule, qui déclenche la fureur du conjoint, souvent sous l'effet de l'alcool. Par exemple, Jacinthe, qui avait 24 ans, a été battue à mort parce qu'elle aurait humilié son compagnon en lui refusant les clés de sa voiture. Ou encore Maureen, plus récemment, 28 ans, a été frappée à mort parce qu'elle se serait permis de fumer la dernière cigarette du paquet. Souvent d'ailleurs, dans les procès, les auteurs n'invoquent pas une dispute qui aurait mal tourné, presque malgré eux, et un mauvais coup qui serait parti, sans avoir l'intention de faire mal, mais ils expliquent que la victime les avait énervés, qu'elle n'était pas assez obéissante en quelque sorte. Enfin, et là c'est davantage commun aux féminicides partout, en métropole également, il y a les conjoints qui ne supportent pas l'idée que la femme veuille les quitter ou divorcer et qui préfèrent la voir morte. Ce sont des crimes de propriétaires en quelque sorte. Oui, c'est glaçant. Sur le traitement de ce fléau par l'action publique, vous parlez de traitement familialiste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un traitement familialiste des violences de genre? Oui. Alors, les réponses politiques qui sont apportées aux violences de genre montrent une ligne de partage entre une approche féministe et une approche que j'appelle familialiste. Alors la perspective féministe, elle, part du constat que les filles et les femmes sont très majoritairement les victimes et considère que les violences sont à la fois un produit et un outil de la domination patriarcale qui gangrène tous les pans de la vie sociale, y compris la famille. Le répertoire d'action des féministes vise à délégitimer socialement les violences en déconstruisant les stéréotypes sexistes qui attribue aux femmes des rôles et des comportements bien particuliers auxquels elles doivent se tenir. La perspective familialiste, au contraire, ne met pas en cause les rôles sociaux au sein de la famille, qui attribuent à l'homme le commandement exclusif. La famille est présentée comme une institution sacralisée, immuable dans le temps, qui aurait en quelque sorte échappé à l'histoire et dont il s'agirait simplement d'éviter les dysfonctionnements les plus dérangeants. En quelque sorte, il faudrait juste mettre un sparadrap sur le bobo pour le soigner. Et surtout maintenir la famille. Maintenir le statu quo. Est-ce que ici, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, le traitement des violences
de genre a-t-il toujours été abordé par l'action publique dans une perspective familialiste? Non, il y a eu une relative ouverture féministe à un moment donné, dans le milieu des années 2000, après que les premiers résultats de l'enquête sur les violences soient connus, dont les chiffres étaient très préoccupants. Le gouvernement, qui à l'époque était un gouvernement très féminisé, avec une présidente, Marie-Noëlle Temmereau, et une vice-présidente, Dewey Gorodé, ce gouvernement a pris une série de mesures, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'a été créé au sein du gouvernement un secteur de la condition féminine qui depuis, j'ai observé qu'il a disparu. Alors parmi les mesures prises dont je me souviens, il y a eu des campagnes qui s'appelaient Stop la violence, notamment en direction des jeunes. Il y a eu également des actions en direction des professionnels de santé pour les aider à dépister et à aider les femmes qui viennent consulter, souvent pour toute autre chose, mais dont le problème de fond est qu'elles vivent des violences dans leur couple. Il y a eu surtout aussi, et c'était très important pour combattre la pauvreté, l'attribution des allocations familiales de solidarité qui aident financièrement les familles sans ressources, qui sont souvent des familles composées de femmes seules avec leurs enfants. Et puis, ont été prises une série de mesures en faveur des victimes. Au commissariat de Nouméa, un bureau d'aide aux victimes a été créé et il y a eu une étude pour mettre en place une unité médico-judiciaire à l'hôpital qui permet aux victimes de porter plainte sur place et d'avoir tout un pool de professionnels pour les conseiller si elles le veulent. Mais cette unité médico-judiciaire n'a vu le jour que 14 ans plus tard, en 2019. Voilà, c'est très récent. Ces actions féministes, elles sont orientées plus sur le soutien aux victimes? Voilà, alors donc, je vais y revenir peut-être après. Oui, c'était essentiellement à la fois des campagnes de sensibilisation générale et un soutien aux victimes. Mais certains volets de l'action féministe manquaient dans ce panel de mesures. Pourquoi, selon vous, cet élan féministe dans la lutte contre les violences s'est essoufflé? Alors évidemment, il y a certainement une série de facteurs qu'il faudrait prendre en compte, mais je crois d'abord que les campagnes de conscientisation de la société sur la question des violences de genre qui ont été menées, même à cette époque-là, ont été trop ponctuelles, sans suite, et sans véritable réflexion non plus sur qui devait être les cibles de ces campagnes. Et à mon avis, il n'y a pas eu assez d'efforts qui ont été faits en direction des hommes pour promouvoir une masculinité autre, non violente. Et puis, il y a eu certainement aussi les pesanteurs liées au fonctionnement même des institutions. Le secteur de la condition féminine au gouvernement était couplé à celui de la culture et de la citoyenneté, ce qui faisait beaucoup pour une même personne. Il y a eu aussi des conflits de compétences entre le gouvernement et les provinces pour savoir qui était vraiment en charge. Et puis parfois aussi des conflits de personnes qui jouent dans une petite société comme la société calédonienne. Et bien qu'on ait multiplié au fil du temps les organismes ou les commissions en charge de la question de la lutte contre les violences, on a le sentiment que les choses ont pas mal stagné. Et il faut dire aussi que le mouvement féminin associatif, qui était très puissant en milieu rural dans les années 1990 et au début des années 2000, s'est lui-même essoufflé. Un certain nombre de militantes associatives sont entrées en politique avec l'application de la parité et de plus en plus de jeunes femmes des tribus se sont mises à travailler. Si bien que les associations de femmes rurales ont en quelque sorte vieilli et se sont un peu sclérosées. Et puis je constate également qu'à partir du milieu des années 2000, il y a eu vraiment une tentative de retour en arrière par rapport aux avancées féministes, ce que les anglo-saxons appellent un backlash, ce qui est très fréquent en matière de droits des femmes. Rien n'est jamais gagné. Et ce backlash, ici, s'est fait à la faveur de la mise en place du droit coutumier, en mettant en avant une vision assez rigidifiée de la coutume, une vision dans laquelle, parce
parce que la société kanak avait été autrefois patriarcale, elle devait le rester éternellement. Dans votre article, si j'ai bien compris, vous critiquez une certaine vision de l'identité kanak, une vision conservatrice et même assez rétrograde, tournée vers le passé, et qui présente cette identité comme impliquant de reproduire les manières d'être dans les relations entre les hommes et les femmes des générations de nos parents et de nos grands-parents, comme si la société et nous-mêmes n'avions pas évolué. Comment selon vous, cette vision s'est-elle manifestée jusqu'ici dans les actions initiées par les institutions, les provinces en premier lieu, et qui sont censées s'occuper très concrètement de la lutte contre les violences et du soutien à apporter aux femmes qui cherchent à échapper à des relations violentes? Alors, je vais donner quelques exemples qui concernent les 3 provinces. Alors d'abord, en province sud, qui a toujours été gérée par les loyalistes. Dans les années 2000, quand Eliane Ixeko était en charge des droits des femmes dans la province sud, s'est ouverte une structure d'accueil pour les victimes, le Relais, qui était un centre de traitement de jour des violences faites aux femmes. Mais très rapidement, après qu'Eliane soit décédée, c'est devenu un centre de traitement des victimes et des auteurs, qui s'est mis à proposer systématiquement aux femmes des accompagnements en couple et même des médiations pénales, bien que ce genre de médiation pénale soit totalement déconseillé par le ministère de la Justice en cas de violence conjugale. Et cela a duré jusqu'en 2015, quand un procureur nouvellement nommé s'est aperçu de la chose et a fait cesser cette pratique. Alors évidemment, ces médiations pénales représentaient un dispositif très avantageux pour les agresseurs parce que ça leur évitait d'aller au procès, mais pour les victimes c'est autre chose parce que rien ne garantit que dans les séances de médiation, la victime qui se retrouve en face de son agresseur ne soit pas revictimisée verbalement et psychologiquement. Et souvent même, c'était la victime qui se trouvait culpabilisée dans ces séances, comme si c'était ses remarques qui avaient provoqué la dispute et donc les coups. Et alors, dans les provinces indépendantistes du Nord et des îles, maintenant, il y a eu des choses très positives de fait, comme d'ailleurs ça s'est fait ensuite en province sud aussi, une mise en place de permanence d'accès aux droits. C'est très utile. Mais dans les provinces îles et Nord, plutôt que d'ouvrir des structures d'hébergement suffisantes pour les victimes, avec un personnel compétent pour soutenir ces femmes qui fuient une situation insupportable de violence, ou plutôt que de mutualiser les efforts pour ouvrir des structures à l'échelle pays et non pas seulement province, les provinces Nord et îles ont opté pour un dispositif de famille d'accueil sur le modèle des familles où sont placés les enfants ou les adolescents en difficulté. Alors, ce placement dans des familles d'accueil est pensé comme étant très temporaire, une semaine, renouvelable éventuellement une fois, mais ce qui n'apparaît pas suffisant pour que la femme puisse reprendre ses esprits, réfléchir, se reconstruire et voir ce qui lui convient par la suite. Alors, de fait, ce genre de dispositif favorise la réconciliation et le pardon, sans que la femme ait pu choisir vraiment librement ce qu'elle veut pour son avenir. Et aux îles, la seule de ces 2 provinces où le dispositif fonctionne, dans le Nord, si j'ai bien compris, c'est un projet, ça a été mis en place dans l'aire à Ratieux, mais avec un financement de la province sud, à cause de Boulou-Paris-Thiou, j'imagine. Donc aux îles, qui est la seule des provinces où ça fonctionne, il y a un refuge de ce type dans chacune des îles. Un à Lifou, un à Ouvéa et un à Marais. Ce sont des familles de pasteurs à Lifou et à Ouvéa ou de catéchistes catholiques à Marais qui ont été choisis. Et quand on sait que dans la religion, le mariage est un sacrement qui ne peut en aucun cas être
des faits, il est probable qu'après un bref répit dans cette famille, la victime sera plus ou moins encouragée à retourner avec son conjoint, à lui pardonner et à retirer sa plainte si toutefois elle en a posé une. Dernièrement, une loi de pays a été votée au Congrès à l'unanimité pour améliorer l'ordonnance de protection des victimes. Qu'en pensez-vous? Alors cette loi de pays, préparée par Magali Manuo-Alalo, me paraît être vraiment une excellente chose. Et le fait qu'elle ait été votée à l'unanimité au Congrès est très encourageant. Jusqu'ici, les femmes de statut coutumier utilisaient très peu le recours à l'ordonnance de protection, 2 fois moins que les femmes de statut de droit commun, parce que c'est le juge aux affaires familiales qui prend cette ordonnance et qui, quand la femme est de statut coutumier, doit convoquer les assesseurs, et ça prenait du temps, ce qui fait que, en fait, il n'y avait pas de protection au moment où la femme en avait besoin. Désormais, dans la nouvelle loi, le juge aux affaires familiales et les assesseurs ont un délai très court pour statuer, quelques jours, et la protection a été portée à 6 mois au lieu de 4, et l'ordonnance peut également s'appliquer aux femmes qui sont dans des couples qui n'habitent pas ensemble, des couples non cohabitants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a une série de dispositions dans cette loi de pays qui sont tout à fait intéressantes. Cependant, et c'est quelque chose que je tiens à dire, les mesures de justice et la pénalisation ne résolvent pas tout. Elles ne sont qu'un volet dans la réponse aux violences de genre qui devrait être organisée en 3 dimensions indissociables: dénoncer les faits de violence, conscientiser la société et héberger les victimes. Or, les 2 derniers volets, conscientiser la société et héberger les victimes, paraissent rester un peu à la traîne ici. Seule, pendant longtemps, a été mise en avant la judiciarisation. Et cette judiciarisation s'inscrivait explicitement dans le plan zéro tolérance du 16e gouvernement, le gouvernement Santin, qui prétendait lutter ainsi contre l'insécurité et la délinquance. Or, les auteurs de violences de genre ne sont pas des délinquants comme ceux, par exemple, qui commettent des vols ou des dégradations de bâtiments. C'est très différent. Et une réponse de cette nature réduit le problème à la responsabilité individuelle des auteurs sans s'attaquer au caractère structurel de la violence exercée contre les femmes, qui est une manifestation du patriarcat. La place croissante que je vois accordée ici à la pénalisation m'interroge parce qu'elle s'inscrit dans un contexte qui reste encore, malgré tout, socialement et communautairement clivé, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, où on sait que le taux d'incarcération est déjà le double de ce qu'il est en France métropolitaine, et où les incarcérations concernent à 93 ou 95% des hommes kanaks. Alors c'est une situation qui n'est pas sans évoquer la politique répressive américaine menée dans les quartiers noirs et pauvres des États-Unis, où il est obligatoire de dénoncer les faits de violence conjugale auxquels on assiste, où on arrête l'homme même quand la victime choisit de retirer sa plainte, et où la justice poursuit jusqu'au bout, dans un contexte là-bas d'incarcération extrêmement important des jeunes hommes noirs américains. Et de plus, des recherches aux États-Unis, justement, dans ces quartiers noirs et pauvres, ont montré que, contrairement au dépôt de plainte par la compagne, qui diminue la récidive des violences de genre, cette politique d'arrestation et de jugement systématique a un effet qui n'est absolument pas significatif sur la récidive. Et finalement, cela me questionne sur ce qui pourrait contribuer, avec des plans de ce genre, zéro tolérance, à une sorte de criminalisation de la vie quotidienne kanak, plutôt qu'à une mobilisation pour changer les conditions socio-économiques et pour changer les normes de genre qui contribuent à favoriser la survenue des violences. Christine Salomon, nous arrivons au terme de cette interview. Merci. Et avez-vous un dernier mot à dire aux auditeurs de Jido? Ce que je dirais, c'est que j'ai vu
la situation par rapport à la prise en charge des violences de genre vont quand même beaucoup évolué et que je suis assez confiante sur la nouvelle génération, celle qui va arriver, je l'espère, bientôt aux affaires et qui saura prendre des mesures, les mesures qui s'imposent. Aussi, cette nouvelle génération, je pense, a grandi dans un contexte un peu différent de celle de ses parents et donc les jeunes femmes et les jeunes hommes voient autrement leurs relations. Christine Salomon, merci pour cette interview. Merci à vous. C'était une interview de Christine Salomon enregistrée le 12 mai 2022 aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Encore merci Christine Salomon de nous avoir accordé de votre précieux temps et d'avoir ouvert d'autres perspectives de réflexion sur la prise en charge des violences de genre en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Au-delà du sujet du traitement des violences de genre en Kanaki Nouvelle-Calédonie, cette interview met en relief la perception de la société kanak par les politiques publiques. Après tout, les politiques publiques sont le reflet des représentations qu'une société choisit pour comprendre et agir sur la réalité qu'elle perçoit. Nous retiendrons de cette interview qu'en Kanaki Nouvelle-Calédonie, les femmes kanak sont surexposées aux violences de genre, un phénomène qui relève de plusieurs facteurs, de normes inégalitaires entre les hommes et les femmes, de normes religieuses qui acceptent un certain degré de violence et de facteurs macrosociaux comme la pauvreté, l'isolement géographique, le difficile accès aux services de santé, de justice, les services sociaux et aussi un faible niveau d'éducation. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouve principalement chez les femmes rurales qui sont les plus exposées aux violences. Il y a également des facteurs liés à l'histoire coloniale avec la brutalisation des rapports sociaux, la mise en minorité et la marginalisation des premiers occupants du pays, à l'instar de ce qui s'est fait en Australie avec les aborigènes, en Nouvelle-Zélande avec les Maoris et à Hawaï. On constate dans ces colonies de peuplement que le taux de violence est très élevé, qu'il y a un taux de consommation d'alcool excessif et que le taux de suicide est très important. Concernant les féminicides, c'est-à-dire les meurtres de filles ou de femmes en raison de leur sexe. En Kanaki Nouvelle-Calédonie, les principales caractéristiques relevées sont les suivantes. Les Kanaks sont surreprésentés et les auteurs comme les victimes sont jeunes. Ils ont moins de 25 ans alors qu'en France, la tranche concernée est la tranche des 40 à 49 ans. On constate également un acharnement des auteurs à détruire leurs victimes avec un déferlement de violence inouïe et les motifs de cette violence sont mineurs voire ridicules. Les auteurs d'ailleurs n'invoquent pas une dispute qui aurait mal tourné. Ils expliquent que les victimes les avaient énervées et qu'elles n'étaient pas assez obéissantes. Sur le traitement des violences de genre en Kanaki Nouvelle-Calédonie, la réponse politique aux violences à l'égard de femmes a toujours été faite sous une perspective familialiste, c'est-à-dire que les mesures ne remettent pas en cause les rôles sociaux au sein de la famille qui attribuent à l'homme un rôle de commandement à tout niveau. La famille est présentée comme une institution sacralisée, immuable dans le temps, qui aurait échappé à l'histoire et dont il s'agirait d'éviter les dysfonctionnements. Au milieu des années 2000, une période brève de réponse féministe est apparue. On entend par réponse féministe une réponse qui part du constat que les filles et les femmes sont victimes de violences, cette violence même qui est produite et qui est un outil de la domination patriarcale. Une réponse féministe va déconstruire les stéréotypes sexistes qui attribuent aux femmes des rôles et des comportements bien particuliers auxquels elles doivent se tenir. Alors, cette réponse féministe apparaît avec le gouvernement Temro qui avait pour vice-présidente Dewe Gorodé. Malheureusement, les campagnes de conscientisation étaient trop ponctuelles, sans suite, sans réflexion sur les cibles et peu d'efforts ont été faits sur les actions de promotion à mener auprès des hommes concernant une masculinité non violente. Christine Salomon nous interpelle sur deux principaux points. Le backlash, c'est-à-dire une régression des mesures prises pour lutter contre les violences faites aux femmes avec notamment la mise en place du droit coutumier qui prône une vision rigide de l'organisation sociale kanak et de son caractère patriarcal précolonial.
Elle nous interpelle également sur la place croissante accordée à la pénalisation dans un contexte clivé comme celui de la Kanaki Nouvelle-Calédonie où on sait que le taux d'incarcération concerne les Kanaks, soit 90 à 95% des incarcérés sont Kanaks. Les politiques répressives rappellent le cas des quartiers noirs aux États-Unis où les hommes sont systématiquement arrêtés et jugés pour violence conjugale sans dépôt de plainte. Pourtant, des recherches ont montré que cette mesure n'a pas d'effet significatif sur la récidive. Au regard de cet exemple, on peut s'interroger sur la pertinence de politiques répressives qui contribuent à une sorte de criminalisation de la vie quotidienne kanak plutôt qu'à une mobilisation pour changer les conditions socio-économiques et changer les normes de genre, facteurs de violence. C'est la fin de notre 8e édition consacrée au traitement des violences à l'égard des femmes en Kanaki Nouvelle-Calédonie avec l'interview de Christine Salomon. Merci à l'équipe de la pause décoloniale, merci à Radio Jido pour la diffusion de cette 8e édition qui sera comme toutes les autres éditions podcastée sur notre chaîne YouTube et sur le site Présence Kanak. Je vous retrouve le 16 juin pour une édition spéciale si nos soucis techniques seront rétablis. Sinon, ne vous inquiétez pas, nous aurons de quoi vous faire une pause décoloniale avec un sujet croustillant. À bientôt!